pour lui, c'est bien sûr un complot international. Et lorsqu'on s'appuie sur les raisons qui ont été avancées par la Banque mondiale, ça nous fait penser à un autre débat qu'on a eu. On se demandait si les partenaires européens ou alors les autres partenaires internationaux du Mali, c'est-à-dire la Russie, la Chine, entre autres l'Algérie, pouvaient combler ce vide économique que les autres pays de l'Union européenne allaient laisser puisqu'ils ont décidé de suspendre leur coopération. Alors, est-ce à dire qu'ils ont failli à leur mission, c'est-à-dire la Russie, la Chine, du côté du Mali, ou alors c'est simplement, comme Maître Sanjo l'a dit, un complot international? Ben, il faut déjà questionner, n'est-ce pas, le rôle des institutions de Bretton Woods. Oui. Et il faut comprendre pourquoi, quand je parle de rôle des institutions de Bretton Woods, je parle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Oui. Il faut comprendre l'essence même de l'existence de ces institutions. Il ne faut pas perdre de vue que ces institutions ont été créées pour les Américains et les Européens pour qu'ils puissent assujettir d'autres pays. Ça, c'est la première, c'est la base. À partir du moment où on a compris ça, on peut tout de suite arriver à la conclusion selon laquelle, lorsque les Américains et les Européens ne sont pas contents, ils utilisent des institutions qu'ils ont pour faire marcher les États qu'ils veulent. Oui. Donc, ça, c'est la première des choses. Quand on a compris dans le rôle de ces institutions, on peut maintenant répondre à votre question différemment ou autrement, en disant qu'effectivement, c'est un complot international. Ces institutions existent parce qu'il faudra que d'autres États soient tout simplement les donneurs de la main-d'œuvre ou encore des matières premières. Et ce sont donc ces institutions qui viennent avec, je vais utiliser le mot qu'a utilisé Maître Sanjo tout à l'heure, avec ce mot d'aide. Oui. Aide au développement, aide dans ceci, aide dans cela, mais des aides qui ne vous poussent pas à vous passer de l'aide. Vous comprenez? Aujourd'hui, on vous dit, on vous aide, mais demain, vous êtes encore dans le besoin de l'aide. Et ces aides sont généralement conditionnées. Mais ils vont plus loin. Parce que lorsqu'ils voient que, malgré le fait qu'ils sont chez vous, ils vous ont apporté ces soi-disant aides, et vous êtes en train d'évoluer, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous dire, à partir de ce moment, nous constatons que vous n'aurez pas la possibilité de nous payer. Ce que nous allons faire, telle institution ou telle société que vous avez dans votre pays, nous voulons qu'elle fonctionne désormais comme ça ou comme ceci. Ou alors, vous êtes obligé de signer avec tel partenaire pour que nous puissions entrer en possession de nos fonds. C'est justement ce qu'ils appellent, ce qu'ils apportent généralement, qu'on appelle ajustement structurel dans plusieurs États. Donc, vous voyez que aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement libérés de l'esclavage. Mais ce qu'il faut dire aux Africains et qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que l'Afrique n'a jamais été le continent le plus faible. Nous nous sommes laissés dominer et nous devons sortir de cette domination. Nous ne pouvons plus accepter que on puisse nous dicter la conduite à tenir. Et d'ailleurs, nous sommes le continent, tenez-vous tranquille, le plus grand. Lorsque vous prenez l'Europe, l'Amérique et autres, ils ne valent pas l'Afrique. La Russie, ils ne valent pas l'Afrique. Donc, il est inadmissible que la conduite à tenir ou alors le développement même de l'Afrique soit dicté par d'autres qui hier sont venus en nous présentant, n'est-ce pas, des livres spirituels, la Bible et autres, en nous disant, voici les comportements que vous devez avoir. Nous nous sommes soumis. Nous avons marché selon leur volonté et ils sont allés plus loin. Après ces livres-là, ils se sont dit, il faudrait qu'on prenne des hommes forts parce qu'on a besoin de construire nos pays. Ils ont pris tout ce qui était fort avec l'esclavage et tout ce que vous connaissez. Ils sont partis avec eux. Mais quand les années évoluant, ils ont muté, n'est-ce pas, l'esclavage des Noirs. En faisant quoi? En prenant les intelligences. Plus grave, ils sont même allés jusqu'à pousser les Noirs à demander, n'est-ce pas, l'entrée dans leurs différents pays. C'est-à-dire, on vous dit, non, quand vous avez une moyenne de X ou Y à l'école, vous êtes intelligent, vous êtes candidat à une bourse. Et c'est comme ça qu'ils ont donc pris. Et pour laisser qui en Afrique? Pour que qui reste en Afrique, construire l'Afrique. Aujourd'hui, il est question que l'Africain puisse s'affranchir définitivement et qu'il comprenne les enjeux. Alors, parlant de cet Africain qui doit s'affranchir, comment le Mali devrait se comporter face
à ces sanctions qui pleuvent de partout. La CEDEAO a décidé des sanctions économiques, l'UEMOA en a appuyé sur le plan financier, bien que ses propres textes l'interdisent. Alors, la Cour de justice de l'UEMOA a demandé à surseoir à ces sanctions. Jusqu'ici, l'organisation sous-régionale ne s'exécute pas. Et aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui s'y ajoute. Est-ce qu'il ne faille pas aussi à ce moment-là redouter d'autres sanctions qui pourraient venir du Fonds monétaire international ou même de la Banque africaine de développement, entre autres? Écoutez, d'autres sanctions viendront parce que ces institutions, malheureusement, ne sont pas pilotées par des Africains, mais dirigées par d'autres personnes. Oui. D'autres sanctions viendront. Je pense que le Mali peut tenir. Et le Mali tiendra si et seulement si certains pays qui, ma foi, ont la lucidité de comprendre les enjeux de ce qui se passe, soutiennent le Mali. Parce que ces institutions, comme vous le savez, sont financées par qui? Sont dirigées par qui? Il est clair que pour amener les autres pays à ne pas entrer dans la situation du Mali, ils vont sévir pour dire aux autres, si vous essayez, voilà ce qui va vous arriver. Mais alors, aujourd'hui, nous avons le devoir, non seulement moral, physique, et même matériel de soutenir les Maliens, de soutenir le Mali et de dire plus jamais en Afrique un autre État doit dicter, n'est-ce pas, la conduite à un pays africain. Oui. Donc il est important, les Maliens peuvent tenir et les Maliens ont les moyens de tenir. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Les Maliens ne dépendent pas forcément et complètement, n'est-ce pas, de ce qui viendrait, n'est-ce pas, de ces différents pays-là. Merci à vous, M. Matomba, président Bandakani. Alors, je me retourne vers vous. Alors, en parlant justement du Mali, cette posture, parce que je rebondis justement sur l'interrogation de Bachir, en parlant de la posture que devrait donc justement adopter le Mali aujourd'hui face à toutes ces sanctions assez graves quand même. On est quand même inquiet justement en ce qui concerne la situation économique de ce pays. Mes prédécesseurs, mes co-panélistes ont mis la barre très haut. On va essayer de s'y agripper. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Pour le Mali. La Banque mondiale pour le Mali, nous sommes, après 10 années de travail et de combat, nous sommes à un autre niveau, c'est la construction d'une alternative mondiale à la criminalité globale occidentale. C'est là où on se situe. Donc, lorsqu'un pays africain est agressé par la Banque mondiale, organisation criminelle, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va obliger le pays-là à faire ce que les Africains n'ont pas fait depuis très longtemps, se séparer de cette organisation. C'est la thèse que nous défendons depuis 10 ans. Mais est-ce que ce n'est pas brusque? Est-ce que le Mali était prêt? Je ne sais pas si on peut être plus brutal que la Banque mondiale. La Banque mondiale, en soi, c'est de la brutalité. C'est de la sauvagerie économique, c'est de la sorcellerie économique. C'est ça la Banque mondiale. Donc, est-ce que le Mali va être brutal comme ça? Qui peut être plus brutal que la Banque mondiale? Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. D'abord, pourquoi? Ça va consolider la dynamique dans laquelle le Mali est engagé depuis très longtemps. Vous faites comme si les Maliens, Espoir l'a dit, Maître Sandou l'a dit, ils l'ont dit brillamment. Le Mali a les capacités, mais il n'a pas seulement les capacités. Mais depuis qu'il est sous sanction de la CEDEAO, le Mali a montré une résilience extraordinaire. Cette situation va la pousser à densifier, à approfondir la dynamique de tourner le dos à la CEDEAO. Tout à l'heure, ils l'ont bien défini. Organisation de valets et de vigiles. Donc, tourner le dos et de consolider là ce qui est en mouvement depuis. Le Mali, aujourd'hui, c'est avec la Mauritanie, c'est avec l'Algérie, c'est avec la Tunisie, c'est avec la Chine, c'est avec la Russie. Mais qu'est-ce que le Mali a encore à faire avec les petits combattants? Le Mali doit, c'est-à-dire, consolider davantage cet axe, l'arc géopolitique qu'elle est en train de construire, qu'on l'a obligé à construire, parce que ce n'est pas le Mali qui a voulu quitter la CEDEAO, c'est la CEDEAO constituée de ce que vous connaissez, n'est-ce pas, qui a décidé de sanctionner le Mali. Donc, le Mali prend seulement acte. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Les Maliens vont réfléchir davantage. Et en termes de réflexion, le Mali, c'est un pays qui a une histoire géniale. C'est-à-dire que génial, quand on voit l'histoire du Mali, mais c'est une bénédiction pour ce pays. Ils vont laisser éclater leur génie, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, en continuant davantage à approfondir, à consolider ce qu'ils ont commencé. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Maintenant, dans le fond de l'analyse. Oui. Mes compagnons ont convoqué l'idée de l'aide. Oui. L'idée de l'aide traduit d'abord un mensonge, puisqu'on a affaire à l'empire du mensonge. Donc, le mensonge, c'est leur nature. Ils mentent.
Quand on dit aide, ça fait rire. Des gens ont comment dire ça? Ils ont opérationnalisé le plus grand crime de tous les temps, l'esclavage. Vous savez qu'il n'y a pas un crime plus grave que l'esclavage. Oui. L'idée de l'esclavage, c'était quoi? C'était de venir spolier, voler, piller les richesses qu'ils n'avaient pas chez eux. Donc, à la base, à la base, ces gens sont pauvres. Ils ont toujours été pauvres. Celui qui rend l'autre esclave est pauvre. Parce que c'est l'esclave qui est riche. Quand tu esclavagises quelqu'un, c'est qu'il a ce que tu n'as pas. Bien sûr. Tu prends ça par la violence et la force. Oui. Les relations humaines ne sont pas basées sur la force. Il n'y a pas de gloire à dire que je suis fort que quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas des animaux. C'est les animaux qui vivent comme ça. L'être humain, ses relations se manifestent dans ses relations avec l'autre, pas des relations de collégialité, de fraternité, d'intelligence réciproque. C'est là où, ça c'est le domaine de l'humain. Quand les gens décident de venir, de quitter leur territoire, leur berceau historique, pour aller ailleurs, trouver des gens calmes, qui vivent tranquillement et qui se livrent, n'est-ce pas, aux civilités de la vie, et qu'ils décident de les esclavagiser par la violence, ce sont des pauvres. L'Europe et l'Occident ont toujours été des misérables et des pauvres. C'est pour ça qu'ils prennent ailleurs ce qu'ils n'ont pas. Dans la leçon d'aider signifie quoi? Qui aide l'autre? C'est parce que je dis qu'il est aidé que c'est vrai. Les faits démontrent le contraire. Les faits démontrent que, depuis notre rencontre avec l'Occident, c'était des gens extrêmement pauvres. La pauvreté venait de très loin. Il y a des explications écosystémiques que les gens ont données, qui sont valables. C'est-à-dire quand le froid peut rendre quelqu'un prédateur. Le froid. Quand tu es dans le soleil, tu ris. Le soleil, hein, c'est démontré scientifiquement l'impact du soleil dans le comportement des gens. C'est démontré. L'impact, maintenant, quand il fait froid, c'est quoi? Vous avez tendance à vous rabougrir sur vous-même, vous êtes triste, le froid, c'est ça. Mais là, quand il fait chaud, ton sang chauffe, tu as tendance à sortir, à te livrer à des activités. Les choses sont claires. C'est le froid qui caractérise l'Europe. Et le soleil caractérise l'Afrique, sur le plan écosystémique. Les conséquences sont claires. Donc ces gens, toute l'économie du monde, depuis 600 ans, depuis que l'Occident a émergé, c'est une économie de la prédation, de la violence et du crime. Il n'y a pas d'aide. Ça ne s'est jamais interrompu. Donc, c'est ça qui est derrière l'idée. Donc, la Banque mondiale et les institutions connexes, qui sont le fruit institutionnel de ce long héritage-là, ne peuvent pas se comporter autrement. C'est quoi la Banque mondiale? De manière fondamentale. La Banque mondiale a été créée par les esclavagistes. Ce sont les esclavagistes qui ont créé la Banque mondiale, comme étant, n'est-ce pas, un stade avancé de l'enrichissement qu'ils ont acquis en liquidant les Africains, en détruisant les Africains et en volant nos richesses. Est-ce qu'aujourd'hui leur décision peut créer un effet bouleversant? Non, j'essaie d'expliquer quelque chose. Oui. La Banque, je vais vous démontrer quelque chose. Donc, la Banque mondiale est l'institution bancaire au niveau global qui est censée de gérer le nouvel esclavage, le nouvel esclavage du monde. Pourquoi? La Banque mondiale prive les États qui en sont membres des fonctions régaliennes, n'est-ce pas, qui sont liées à la souveraineté. La création monétaire. C'est interdit aux pays africains d'avoir de la monnaie. C'est interdit. Quand vous avez les monnaies, c'est des monnaies de pacotille. On vous interdit de créer la monnaie. De pouvoir mettre sur les marchés la monnaie de production, c'est-à-dire financer la production. La financer. On vous interdit ça. Vous êtes obligé de vous endetter. Si vous tentez de sortir de là, on vous fait une guerre civile, on assassine vos dirigeants. L'Amérique a fait ça en Amérique latine. Allez en Amérique latine. Vous allez voir les crimes de la Banque mondiale. Sous couvert des Américains. Pareil en Afrique. Madame Manuela Siké. On nous a interdit, par exemple, de rapporter la monnaie à l'or, à nos richesses naturelles. Bretton Woods, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où ces gens, ils ont refusé que les talents or, tout le monde connaît l'histoire des talents or, ils ont refusé, ils ont remplacé ça par quoi? Par ce qu'on appelle le pétrodollar. Et qui a fait du dollar américain la monnaie de référence. Ça veut dire qu'on autorisait l'Amérique à vivre en état endetté, ce qu'on nous refuse à nous. L'Amérique doit à la Chine, alors nous parlons 300 000 milliards de dollars de dette, 30 000 milliards de dollars de dette, 30 000 milliards de dollars de dette. Écoutez bien, 30 000 milliards de dollars de dette. L'Amérique est un État en faillite. Mais on ne lui applique aucune règle de gestion.
on ne lui applique aucun standard en matière de discipline monétaire, qu'on impose pourtant à tous les pays du monde en général, mais surtout aux pays africains. On appelle ça plan d'ajustement structurel permanent. Nous sommes sur ajustement structurel permanemment. Quand on a le moins de déficit, l'Amérique c'est 31 000 milliards de dollars. Il n'y a pas un pays sur Terre qui est mal géré comme les États-Unis. Mais ils ont réussi à établir un système monétaire à partir de Bretton Woods, dont la Banque mondiale est un des fils institutionnels les plus éminents, n'est-ce pas, qui les permet, n'est-ce pas, de mettre nos économies sur tutelle monétaire. C'est cela qu'il s'agit. La deuxième chose que je veux souligner, cette décision est illégale. Les gens ne le savent pas. Oui. Les textes de la Banque mondiale lui interdisent de se mêler des affaires politiques d'un pays. C'est interdit ce qu'elle fait là. J'ai lu les textes, j'ai oublié de venir d'amener ça ici. Je vais vous donner l'article. Il a si bien dit, sous couvert d'une mesure, ça paraît valable économique pour les naïfs, c'est une décision politique. Puisque, qui a sanctionné le Mali? Le Mali, est-ce que le Mali a refusé de payer ses dettes internationales? C'est parce qu'il est sur embargo. Bien sûr. Oui, on a gelé ses avoirs. Oui. Tout à fait. Exactement ce qu'on a fait à la Russie. C'est-à-dire que la Russie a des devises, on gèle les devises, on vole ces devises, et après on va dire, la Russie ne paye pas, n'est pas en train de payer l'engagement international. Et pour tout anticiper, il a dit, moi je vais vous traîner en justice. Il a dit ça. Donc le Mali, la Banque mondiale le sait, mais pourtant, elle prend prétexte de ça pour sanctionner. C'est contraire à ces tests fondamentaux. Donc c'est une décision d'abord illégale sur le principe. Illégale. Donc, mon cher Bachir, pour nous c'est une très bonne nouvelle. Les pays africains doivent tourner le dos à la Banque mondiale au FMI. Nous le disons depuis 10 ans. Ces relations sont des relations de paresseux, d'incompétents et de parasites. Les élites africaines qui sont au pouvoir se sont avachis intellectuellement dans la facilité consistant à entretenir les relations avec la Banque mondiale. Parce que ce ne sont pas ces élites qui supportent les conséquences. Quand il y a la dette qui paye, ces ministres pour la plupart sont des voleurs, des détourneurs de fonds publics. Ils volent l'argent et mettent à l'étranger. Leurs enfants sont à l'étranger, n'est-ce pas? Qui remboursent? C'est le peuple. Si les ministres-là ressentaient ça dans leur chair, comme on dit, ils réfléchiraient. Il y a longtemps qu'on devait tourner dans la Banque mondiale. La Banque mondiale qui devait courir derrière nous. Dans le monde, vous savez qu'il y a des pays derrière lesquels la Banque mondiale court. Je ne le sais pas. La Banque mondiale, c'est une banque. Elle a beaucoup d'argent. Donc, si elle ne trouve pas de preneurs, elle fait quoi avec l'argent qu'elle a? Donc, si les pays africains étaient sérieux, avec les dirigeants créatifs et sérieux, les rapports seront inversés. C'est la Banque mondiale qui devait courir derrière pour dire que, pardon, j'ai l'argent, vous prenez combien? Prenez. Et le coût même de l'argent serait très bas, puisque c'est nous qui fixerons les conditions de nos rapports avec ces gens. Non seulement c'est possible, mais c'est faisable. Ça va se faire, je termine par là, parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire depuis. La guerre en Ukraine est en train de diviser le monde en 2 blocs. Nous devons approfondir ce mouvement. Le monde doit se diviser en 2 blocs, au moins. Vous ne pouvez pas dire en 6 blocs, en 10, au moins. Et c'est-à-dire que le bloc qu'on doit détruire, c'est le bloc occidental, contre qui le monde entier doit être en guerre. Ce mouvement a commencé. On a sanctionné la Russie, le gouvernement mondial a sanctionné la Russie, puisque si des gens osent sanctionner un pays comme la Russie, qui a une puissance méga nucléaire, c'est un gouvernement mondial, il procède par sanction. Donc, vous êtes surpris, le Mali a soutenu la Russie. Oui. Le Mali allait même très loin. Le Mali est le seul pays africain à avoir reconnu les républiques de Donetsk et de Lugansk. Vous avez oublié ça? Oui. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Le Mali a franchi les lignes rouges qu'aucun pays africain n'a franchi en reconnaissant ces républiques. Donc il est normal que la Banque mondiale, qui est un agent, un méga agent de ce gouvernement mondial, qui sanctionne les pays matin, midi, soir, moins de choses. On te sanctionne, il est normal que le Mali, ça a même trop traîné. Vous comprenez? Ça a trop traîné. Donc, sur le plan géopolitique, c'est une bonne chose. Les Maliens doivent simplement continuer comment on dit ça? Comment on appelle ça? Le fait qu'ils sont en train de rompre leurs relations avec leurs partenaires traditionnels occidentaux. Doivent continuer. Et comme elle a dit, ça montre le chemin à d'autres pays africains, parce qu'il n'y a aucun pays africain qui veut se développer qui va échapper à ce chemin. Merci. On passera tous par là.